Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Quel va être l'impact des robots conversationnels utilisant l'IA sur nos recherches internet ? La Fourmi dans la coquille, saison 1, épisode 6, Sérendipité. Cette semaine, un épisode un peu plus court que d'habitude pour un sujet non moins important que dans les épisodes précédents et qui complète notre définition du trou noir philosophique, l'impact des robots conversationnels sur nos recherches internet et sur la sérendipité, alors que OpenAI, début 2025, vient d'annoncer que son robot ChatGPT est maintenant capable d'effectuer des recherches en direct sur internet à notre place, ou alors que Google introduit le robot Bard, lui aussi capable de remplacer le moteur de recherche et nous donner des résultats à nos questions sans avoir à naviguer sur internet. Très rapidement, après le boom de l'IA fin 2022, les grandes entreprises de la recherche sur Internet, je pense en particulier à Google et Microsoft, ont commencé à intégrer des robots conversationnels à leur moteur de recherche en se basant sur de grands modèles de langage par apprentissage automatique. Revenons en particulier sur le cas Google. Depuis le début des années 2000, le moteur est devenu largement majoritaire dans les usages, suite à une politique commerciale très agressive, le plaçant comme moteur par défaut dans les navigateurs les plus répandus, et grâce aussi à la position dominante de l'entreprise dans les systèmes d'exploitation mobile, avec Android. Sa part de marché aujourd'hui est d'environ 90%, ce qui permet de relativiser assez fortement l'impact de la concurrence des autres moteurs, au point que l'importance de la qualité de ses résultats de recherche n'a plus réellement d'impact sur ses revenus. En fait, la situation est même inversée, je m'explique. En tirant ses revenus des publicités, le chiffre d'affaires généré par Google dépend directement du nombre de requêtes. Donc l'intérêt de Google aujourd'hui, il est de ne pas être trop efficace. Comme ça, les internautes effectuent plusieurs requêtes avant d'obtenir un résultat satisfaisant et Google génère ainsi un peu plus d'argent avec un peu plus de pubs. Les résultats qualitatifs de Google sont noyés dans un flot de résultats vides de sens, souvent avec du contenu écrit voire généré par IA dans l'unique but d'apparaître en haut des résultats des recherches pour attirer du trafic. Et Google, il a même intérêt à favoriser ce type de contenu inutile aux dépens des contenus authentiques et utiles, parce que pour maximiser non seulement le nombre de requêtes, mais aussi la proportion de clics sur les pubs qui apparaissent en tête de liste, il a tout intérêt à ce que les contenus intéressants qui pourraient attirer des clics apparaissent plus bas, le plus éloigné possible de la publicité en question. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la merdification d'Internet, qui a été introduit par Cory Doctorow, un auteur de science-fiction américain. Je vous invite à visiter son blog sur pluralistic.net. Le slogan de Google était quand même à une époque « Don't be evil », ne soyez pas maléfiques. En tout cas, les équipes de Google gardent assez soigneusement le secret de leur algorithme de classification des résultats de recherche, alors que leur impact, sur 90% des recherches effectuées en ligne donc, est devenu un vrai problème de société. Alors il faut pas croire que Google est la victime de l'explosion de la quantité de contenu redondant au vide de sens sur Internet, qui elle-même est amplifiée par les IA génératives. Filtrer les résultats de recherche de Google est techniquement possible. La preuve, c'est que ses concurrents le font. Certains moteurs de recherche fonctionnent justement en agrégeant et en filtrant les résultats des autres moteurs, et notamment ceux de Google, pour proposer aux utilisateurs des résultats plus pertinents. On peut en revenir à l'IA maintenant. En sautant sur le potentiel des robots conversationnels, Google maintenant peut proposer son propre robot, ils l'ont appelé Bard, qui a notamment pour but de répondre aux questions des utilisateurs en faisant la recherche à leur place, en filtrant les résultats et en résumant automatiquement les données, tout en donnant les sources. Le slogan de ce nouveau service est génial, ils disent « Let Google Google it for you ». Laissez Google googler pour vous. Ça, c'est bien un aveu qui prouve que Google connaît la piètre qualité des résultats de son moteur de recherche.
À la fin 2024, OpenAI, l'entreprise leader dans l'intelligence artificielle et en particulier les robots conversationnels avec ChatGPT, a parcouru le chemin inverse. À partir de leurs robots conversationnels, alors qu'ils n'ont pas de moteur de recherche, ils viennent d'annoncer que leur robot pourra maintenant piocher ses réponses directement sur Internet, à la manière des moteurs de recherche, en entrant en concurrence frontale notamment avec Google. Il semble bien que toutes ces entreprises ont réussi à surmonter ou à limiter le problème de l'alignement, à mettre en place des filtres sur ce que les IA sont capables de répondre, bien qu'elles s'alimentent en direct sur Internet. La recherche sur Internet tend donc à être remplacée par des conversations avec des robots. Je vous propose de nous projeter un petit peu et d'imaginer un monde où la majorité des recherches sur Internet ne se font plus via un moteur de recherche ne présentant que, entre guillemets, des liens vers des pages Internet, mais via un robot conversationnel qui répond aux questions qu'on lui pose en filtrant les résultats et surtout en résumant les données, en les classifiant pour nous, en effectuant la synthèse. On pourrait même imaginer aller plus loin avec des robots qui rédigent des rapports, créent des exposés, réalisent des méta-études, mais on va déjà se limiter à un robot simple qui effectue une recherche et nous la résume en répondant précisément à nos questions. On peut se poser une question dans cette situation, quelle place reste-t-il à la sérendipité ? Alors certes, c'est déjà difficile de profiter pleinement de la multitude de résultats des moteurs de recherche, puisque les résultats intéressants, comme on vient de le voir, ils sont noyés dans la merdification d'Internet. Cela dit, c'est quand même possible de faire des découvertes inattendues directement dans les résultats. Mais aussi et surtout, la présentation en liste de liens nous invite à la navigation. La recherche ne se termine pas sur le moteur, il n'est qu'une porte d'entrée. Même sur les sujets les plus triviaux, on doit ouvrir le résultat et naviguer sur une page qui contient l'information qu'on recherche. Et ça, c'est une occasion d'élargir l'univers de la recherche, que ce soit via les commentaires qu'on va trouver sur la page, des notes de bas de page qui ouvriraient le champ intellectuel, ou d'autres liens amenant vers d'autres recoins perdus d'Internet. On peut ainsi aller de source en source, si on le souhaite, à la recherche d'une source originale, ou sauter d'une catégorie à l'autre. Et même si on fait pas forcément de découvertes inattendues, on y gagne en connaissance et en expérience. Et même en imaginant arriver sur une page d'apparence vide de sens, inintéressante, voire même rédigée par une IA, assortie de commentaires ineptes, on aura malgré tout appris à reconnaître ce type de contenu. On aura été amené à réfléchir à ce phénomène de merdification. On pourra même se mettre en colère et on finira par changer nos habitudes de recherche pour favoriser des moteurs et des méthodes aux résultats un peu plus pertinents. On y gagne en expérience même dans cette situation-là. Mais revenons à notre expérience de pensée où tout cela ne se fait plus, où on ne passe plus par un moteur de recherche et où nous obtenons les réponses à nos questions de façon claire et précise, résumée et factuelle, dans un langage maîtrisé, juste par une IA, par un robot conversationnel. Alors quel besoin nous aurions de creuser, d'aller plus loin dans la recherche, de cliquer sur les liens discrets des sources choisies par l'automate ? Il y a une question plus grave encore. Est-ce que cette disparition de la sérendipité ne serait pas aussi une voie vers la disparition des idées nouvelles ? Imaginez un peu, vous avez développé un concept absolument novateur, une idée originale et géniale. Mais vous n'êtes pas une grosse entreprise qui dispose de gros moyens de communication, ni même une start-up ayant levé des fonds. Vous manquez de référencement, vous n'avez pas encore acquis la crédibilité nécessaire auprès des médias qui ne parlent pas encore de vous. Vous pouvez tout au mieux présenter votre idée sur des réseaux sociaux et bien sûr votre propre site internet. Sauf que tout ça c'est déjà noyé dans la merdification des réseaux. C'est donc très difficile de faire connaître votre innovation, mais vous avez espoir quand même de capter quelques visiteurs sur votre page internet et de construire lentement mais sûrement une audience qui vous fera apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Alors les pros de la com vous ont même conseillé de produire du contenu exprès dans ce but. S'il n'y a plus de recherche internet, vous vous heurtez au filtre de l'IA qui remplace les moteurs de recherche. Vous voilà purement et simplement éliminé. À des questions posées auxquelles votre innovation serait une réponse pertinente, elle n'est pas sélectionnée par l'agent conversationnel qui remplace le moteur de recherche, parce que comme toute bonne IA, il ne fait qu'un résumé statistique, une moyenne, un consensus mou, dans lequel l'innovation, par définition minoritaire, n'a pas sa place. Rien de nouveau ne peut être résumé par une IA, c'est forcément passé sous silence parce que noyé dans la masse de données consensuelles qu'elle utilise.
L'agent de recherche, le robot conversationnel, n'est plus une porte d'entrée de la recherche, mais sa finalité. On a même tout intérêt à se limiter à lui, grâce ou à cause de sa capacité tant vantée à ajuster ses réponses ultérieures au contexte de la conversation qui précède. On n'a plus alors comme source d'information que des données sélectionnées et filtrées par une machine sans esprit, sans créativité, sans capacité à tisser des liens inattendus. Nous fermons une porte intellectuelle. Je vais prendre un autre exemple très concret dans ma propre expérience. Je développe des outils logiciels qui aident à la production audiovisuelle. J'accompagne toujours ces outils d'une documentation en ligne que je passe beaucoup de temps à rédiger. Et ce que j'aime particulièrement, c'est profiter de ces documents pour insérer des notes de bas de page, des illustrations ou du contenu issu de mon univers personnel et de mes passions, qui n'ont parfois qu'un rapport assez distant avec le sujet de la documentation, j'avoue. N'empêche que c'est à la fois une manière de lâcher la bride à ma créativité humaine à moi et de favoriser la sérendipité de mes propres lecteurs, de partager mes passions, d'ouvrir le champ intellectuel de tous. Qu'est-ce que tout ça deviendra dans un monde où plus personne ne visitera les pages internet présentant toute cette documentation et ses multiples déviations, ses annexes, son foutoir humain? C'est déjà pas évident, franchement, d'amener les utilisateurs sur la doc d'un outil. La fainéantise étant un trait fondamental et naturel de la vie, on préfère poser une question à un réseau social, qu'il soit réel ou numérique, pour obtenir une réponse rapide, plutôt que d'effectuer une recherche ou une lecture potentiellement fastidieuse. Mais est-ce qu'on souhaite vraiment retirer tout facteur humain de la recherche en ne posant plus que des questions à des automates stupides et sans créativité? Dans un tel monde, qui va encore visiter des sites internet en particulier? Est-ce qu'on va pas finir par se mettre à écrire du contenu qui ne sera plus destiné à être lu, mais seulement à être résumé par des IA, comme certaines personnes génèrent déjà du contenu à destination exclusive des robots qui indexent le web pour les moteurs de recherche? Est-ce qu'on pourra encore proposer du contenu gratuit quand les gens se satisferont des résultats apportés par une IA au lieu de visiter les sites internet et donc de faire des dons ou d'apporter des revenus via la pub? Parce que les entreprises qui proposent ces outils de recherche et ces robots conversationnels n'ont qu'un intérêt, c'est de capter la navigation de l'internaute et tous les revenus associés. Quelle que soit l'évolution de la recherche sur Internet, elle est un problème de société qu'on devrait se poser collectivement. Les plus grands acteurs qui produisent du contenu sur Internet, je pense à différents médias, journaux, chaînes de télé, passent des accords avec les entreprises qui font de l'IA ou de la recherche Internet, pour que justement une partie des revenus captés par Google et consorts leur soit reversée. Mais que vont devenir tous les petits éditeurs, les gens comme vous et moi, qui essayent de s'exprimer et n'ont pas ce pouvoir de négociation avec ces grands acteurs? Que va devenir le savoir populaire? Que vont devenir les petits journaux, les magazines indépendants, les idées novatrices et différentes de la pensée admise dans les grands médias? Nous approchons doucement de la fin de la saison 1 de La fourmi dans la coquille et vous commencez probablement à comprendre pourquoi je qualifie l'intelligence artificielle de trou noir philosophique. Nous en parlerons dans le prochain épisode dans lequel je vous proposerai un certain nombre aussi de solutions et de mesures qu'on pourrait appliquer chacun ou collectivement face à ce grave problème. Il se trouve que ce podcast est justement actuellement coincé derrière une série d'algorithmes de recommandation, de moteurs de recherche et de robots conversationnels qui filtrent l'accès à la connaissance et en particulier ignorent les idées nouvelles et les pensées un peu moins consensuelles comme celles que nous développons ici. En écoutant ce podcast, vous faites partie des quelques-uns qui ont réussi à s'affranchir de ces filtres et je vous invite à le partager au maximum, aussi bien via vos réseaux réels que numériques, pour aider à le faire connaître un peu plus et que le nombre d'auditeurs continue d'augmenter lentement mais sûrement. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces levés, des étoiles, des cœurs, des likes sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je pense que ça peut aider à faire en sorte que les algorithmes l'acceptent un petit peu mieux. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source.
N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.